Je voudrais dire que le chef de l'État, au cours du Conseil des ministres, comme vous venez de l'entendre, a dit que le plus important aujourd'hui, face à la menace et au péril que représente la pandémie, la Covid-19, c'est la santé et la vie de nos populations. Et vous voyez partout, ce n'est pas propre à la Guinée, il y a un conflit réel entre les restrictions et les limitations que nous imposent les mesures barrières et de précaution pour endiguer cette pandémie et les droits et les libertés que les citoyens revendiquent. Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y ait toujours des violences, qu'il y ait toujours des actes de vandalisme et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire. Il rappelait ce matin en conseil que dans des discussions justement liées un peu à tous ces événements qu'il a eu avec un certain nombre de guides religieux, il a attiré leur attention sur le caractère exceptionnel de la vie que chacun de nous subit du fait de cette pandémie. Il a rappelé par exemple que dans toute l'histoire, ce ne sont que ces dernières années que les musulmans n'ont pas pu effectuer, puisqu'on parle de foi, le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. C'est la première fois dans l'histoire, aussi loin que nous puissions nous en rappeler en tant que contemporains. Donc aujourd'hui, nous comprenons les frustrations, les récriminations liées aux restrictions imposées par la pandémie que le gouvernement, en toute responsabilité, essaie de prendre pour protéger, j'insiste encore, la vie et la santé de nos populations. Vous voyez que l'une des dernières décisions, c'est les matchs qui vont se jouer à huis clos désormais. Il n'y a pas une seule activité, une seule vie qui ne soit pas affectée par les mesures barrières, les restrictions qu'impose la pandémie, difficiles à supporter par rapport aux habitudes acquises, à nos libertés et droits habituels, mais nécessaires à préserver et la santé de la population et nos vies et celles des autres face au péril commun que représente la Covid-19. Et je le dis parce que je sais que vous avez vécu une situation pareille. Quand vous avez perdu votre papa, vous n'avez pas eu la chance de venir le voir. Comment est-ce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, ou en tant que ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, vous percevez des situations comme ça? Est-ce qu'il vous arrive de conseiller au chef de l'État d'avoir ce penchant, disons, humain pour les détenus? Je peux vous apporter un témoignage personnel. Le chef de l'État, je le dis et je l'assume parce que je sais que c'est la vérité et qu'il est également sincère. Si ça ne tenait qu'à lui, et il le disait encore il y a quelques heures, il ne souhaite voir aucun Guinéen en exil, et vous verrez dans les prochaines heures, et nous d'ailleurs et d'autres qui étaient dans cette situation ne le sont plus. Le chef de l'État, si ça ne tenait qu'à lui, à sa volonté propre, il n'y aurait ni de Guinéens en exil, ni de Guinéens en prison. Et chaque fois qu'il a pu user de sa clémence après les décisions de justice, il l'a fait. Parce que c'est un peu son histoire, parce que lui-même il est passé par les épreuves de la vie politique, la vie tout court, et il sait combien de fois quelqu'un peut souffrir d'une situation d'exil ou de détention. Je peux vous garantir que lorsque ce sera nécessaire, après que la justice se soit prononcée et que chacun soit plus ou moins situé sur son sort, comme il l'a fait pour les mineurs récemment, il n'hésitera pas, une fois que la justice aura fini, en toute indépendance de son travail, de recourir à sa clémence habituelle et à user de son droit de grâce pour créer les meilleures conditions de confiance entre les Guinéens et aussi de cohabitation pacifique. Voilà, monsieur le ministre, ma question, je suis Maurice Doumbouya du groupe Évasion. Et ma question, je suis Maurice Doumbouya du groupe Évasion. Ma question c'est
ça concerne le ministère de la Justice. Comme aujourd'hui, monsieur le ministre de la Justice a proposé assez de décrets qui ont été adoptés, est-ce qu'on peut savoir si après l'adoption de ces décrets, la grève qui paralyse l'appareil judiciaire du pays est enfin solutionnée? Je pense que à travers les comptes rendus qui nous sont faits, les négociations sont en cours et il semble qu'on n'est pas loin d'une sortie de crise à partir des discussions que le ministre a eu à ouvrir depuis le début de cette grève. Et je pense que lui-même, au cours d'une conférence de presse, a eu l'occasion de s'expliquer sur le sujet. Les différents textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, n'ont pas de lien, de causalité avec les événements en cours au niveau du ministère de la Justice. C'est plutôt des textes pour améliorer le climat des affaires dans notre pays et mettre en confiance les investisseurs et créer une meilleure sécurité pour les investissements privés dans notre pays et améliorer par la même occasion l'indice du pays au Doing Business. Donc il y a une série de réformes que nous sommes en train de faire pour rendre notre économie compétitive et notre pays attrayant. Mais j'ai bon espoir que le ministre de la Justice, avec ses partenaires, saura trouver une solution à la crise qui agite un peu le milieu des huissiers et je pense également celui des avocats. Merci, monsieur le ministre. La dernière question. C'est moi, hein? Bonjour. Bonjour. Bonjour, laisse-moi poser une question. Laissez une dernière. Bonjour. Juste une dernière. Voilà. Bon. C'est bon? Oui. Bonjour, moi je m'appelle Baldi Al-Gassim, je représente la radio BBC. Monsieur le ministre, aujourd'hui, des journalistes sont en prison, alors qu'il y a une loi qui les protège. Quelle est la réaction du gouvernement face à ces menaces contre les journalistes? Je serais tenté de vous répondre de la même manière que je viens de répondre à mon ami Nou Baldi. Lorsque quelqu'un est dans les liens de la détention, c'est généralement, et je dirais même, c'est toujours de l'autorité et de la compétence de la justice. C'est vrai que tout le monde suit la situation de Amadou Dioulé à laquelle vous faites allusion, et le président, la haute autorité de communication pourra vous en apporter le témoignage. Et lui et moi, nous avons plaidé la clémence pour le journaliste, parce que nous voulons que la liberté de la presse continue à s'épanouir dans notre pays, bien sûr, avec le sens aigu de la responsabilité des journalistes. Et je le disais à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, que la presse elle-même devrait faire un effort sur elle pour éviter les raisons d'être en conflit avec la loi. Parce qu'autant nous demandons la clémence pour Amadou Dioulé, autant nous sommes tous unanimes que ses propos, ses commentaires dans l'émission à laquelle il était invité sont de nature à affecter la cohésion sociale et on peut dire que ce ne sont pas des propos responsables d'un homme de son expérience professionnelle et de sa maturité intellectuelle. C'est un dérapage que nous regrettons et que nous condamnons, mais nous souhaitons une issue heureuse dans cette affaire, parce que, comme je viens de le dire, personne d'entre nous ne peut se réjouir de voir un de nos concitoyens en prison, quelle que soit la raison, fondée ou non. Donc je pense que c'est l'occasion de lancer un appel à ceux qui sont les leaders d'opinion de faire un peu plus attention à ce qu'ils disent, et surtout dans les émissions publiques, parce que nous sommes une nation fragile, avec un tissu social à construire, une unité nationale à parfaire. Donc de notre comportement, de nos propos, peuvent dépendre en grande partie le vouloir commun vivre ensemble et la paix sociale dans notre pays. Moi, c'est Omar Sow, journaliste et reporter d'Image à Joma Media.
Ma question, vous venez de le dire dans le compte rendu, la nomination de Madame la ministre de la Citoyenneté vient paraffer le mini-remaniement intervenu au lendemain de la mise en place de la 4e République. Qu'en est-il de la situation du département de la culture qui, d'après les acteurs, peine encore à trouver un local jusque-là? Je pense que lorsqu'il y a un remaniement, les ministères s'installent progressivement. L'installation passe par trouver des bureaux et du personnel lorsqu'il n'y a pas de disponibilité de bureaux. Vous voyez que le chef d'État a lancé un vaste programme de construction d'immeubles pour abriter justement l'administration publique et les services de l'État. Aujourd'hui, il y a une insuffisance de bâtiments pour accueillir l'ensemble des services de l'État. La plupart des services, ce n'est pas une exception au ministère de la Culture, sont dans des bâtiments que l'État loue à des particuliers. Nous pensons que ce n'est pas une situation souhaitable, surtout qu'elle comporte un coût élevé pour le budget de l'État, mais la solution durable est en train d'être trouvée avec le programme de construction de bâtiments administratifs qui a été lancé par le chef d'État et dont le cours normal permettra, dans un délai assez court, de trouver des bâtiments pour loger non seulement le ministère de la Culture, mais l'ensemble des services de l'État et de l'administration. D'ici là, je pense qu'il y a des démarches en cours pour trouver un local pour abriter le ministère et ses différents services. Merci.